Cette semaine à l'émission, on se demande comment construire l'estime de nos enfants sans en faire des monstres d'ego. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant qui est déjà déstabilisé par la présence de ses amis autour de la table. Mon ami Thomas Plouffe, bonjour. Salut, mon ami. T'allais dire des affaires? Non, mais je disais, on recommence, on avance. On est rendu à la troisième prise pour commencer cet épisode. On avance. Là, à un moment donné, il faut plonger, Ouais, quitte à ce que mon estime de moi-même prenne un... Ouais. Est-ce que tu es très affecté par la perception des autres de toi, Antoine? J'essaie de faire comme si pas. Ah! Mais tout au fond, ça vient chercher. Mais là, tu sais, juste avec la syntaxe que je viens de faire, il faut que je fasse un deuil de ça, là, parce que... Ça t'arrive-tu des fois de figer, de fondre dans ta chaise et de dire « ça y est, c'est fini, j'ai gâché ma réputation Ouais. » Mais c'est juste un feeling. Oui. On sait pas. Bon, je vais terminer les présentations. Thomas Plouffe, c'est fait. Ariane Beauferré, salut. Salut, Antoine. Journaliste pour Le Verbe. Oui. Thomas, t'es quoi, toi? T'es doctorant en psychopédagogie. C'est ça, exact. OK. Ouais. T'enseignes. Je suis enseignant. Père de puis famille. C'est ça, tout ça. Toutes ces affaires-là. Jérémy La Liberté. Oui. Revenons. Salut. Salut. Ouais, content d'être là. Hey, très heureux de t'accueillir aussi, parler d'estime de soi. Ouais. Pourquoi on a pensé à toi, tu penses, quand on a pensé à cet épisode? Parce que j'ai fait beaucoup de chemin de ce côté-là dans ma vie. Non, mais vrai? C'est vrai, mais c'est pas ça. Je travaille avec des ados à la Villa des Jeunes. Là, je fais de la formation qui rejoint beaucoup ce thème-là. En ce moment même, au moment où on enregistre, il y a des ados qui vivent une formation à la Villa des Jeunes qui, j'ose croire, a des effets positifs sur leur estime d'eux-mêmes là. Puis comment ils font, là, vu que t'es pas là pour faire cette formation? On est toute une équipe. Bien sûr. Oui, c'est ça. Moi, je les laisse. Arrangez-vous, là. Boostez-vous l'estime. Là. Je m'en vais. Okay. Voilà, ça se passe à temps plein à Villa. Ah ouais, OK. Ça, c'est comme une maison des jeunes. Pas exactement, mais la confusion est commune. Ouais, c'est vraiment un centre de formation. Oui. C'est un centre de formation pour des adolescents qui viennent des écoles de la région. Là. On fait parfois de la formation chrétienne, mais la majorité des groupes, comme ceux qui sont là en ce moment, sont là pour de la formation du côté plus humain, psychologique, croissance personnelle, etc. Peu importe ce qu'on pense de ce terme-là, le développement personnel, mais bref, voilà. Ou peu importe ce qu'on pense aussi de ce thème de l'estime de soi, parce que tu sais, c'est un peu... C'est-tu galvaudé? On peut dire ça, non? Êtes-vous d'accord? Pensez-vous que c'est galvaudé? Ben, tu sais, t'as dit un truc qui avait pas de sens là, d'entrée de jeu. T'as parlé de construire l'estime de soi. Déjà, ça fait aucun sens juste sur le plan... Comment est-ce qu'on pourrait construire une estimation? Là? C'est-à-dire que c'est comme si on présume on attribue au terme estime de soi, au concept, une valeur qu'on pourrait construire en soi. Alors que l'estime de soi, c'est l'estimation de sa valeur. Autrement dit, tu devrais dire on pourrait construire la valeur qu'on attribue à soi. Là. Ça serait déjà plus juste parce que sinon, l'estime de soi... Estime comme, définissons un peu comme une évaluation de notre valeur. C'est un peu tautologique. Mais pour finir sur ta question, moi, j'ai étudié en psychologie. J'ai fait de la... Puis l'estime de soi... J'ai fait l'école. Mais je veux dire, c'était là, l'objectif quasiment systématique qui était suggéré quand on était peu importe avec quelle clientèle, c'était de dire on va travailler l'estime de soi, consolider l'estime de soi, peu importe tous les verbes. La favoriser. Favoriser, tout ça. Mais en bout de ligne, tu sors de ta formation, des fois, tu te dis, mais on n'a jamais défini ce que c'était. Fait que, OK. Fait que, qu'est-ce que c'est? Fait que là... Alors, on ne tombera pas dans le piège de toutes les formations on va essayer de définir. que tu as suivies. Nous, on va réussir. Ariane, aide-nous. Et définir l'estime de toi, je pense que tu as déjà fait le point. C'est une perception. Une perception de ta valeur. Donc, c'est ça a un côté abstrait. Là. C'est aussi pour ça, je pense que c'est difficile à définir. Et il n'y a pas juste une estime de soi. Pendant très longtemps, c'est ce qu'on considérait, on parlait de l'estime de soi en général, mais elle a des composantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne estime de soi pour réaliser des tâches scolaires, par exemple. On a confiance en soi qu'on va y arriver, on a confiance en ses capacités. Ou à l'inverse, on n'a pas confiance en soi et on peut même saboter son travail, dire je vais échouer, je vais pas réussir, donc j'étudie pas, donc je réalise ma prophétie de ne pas réaliser. Si tu permets une nuance, tu sais, je pense que c'est important de distinguer ces deux concepts-là, la confiance en soi puis estime de soi, qui ne sont pas la même chose. C'est dans le sens où l'estime de soi, finalement, c'est justement la valeur que je m'accorde en tant qu'être humain. La confiance en soi, c'est la confiance que je suis capable d'accomplir des actions spécifiques. Ici, tu sais, admettons,
Mettons, moi, dernièrement... Sur Wikipédia, moi aussi, Thomas. Ben oui, on a les mêmes sources. Mais il était marqué ça sur Wikipédia? Ben oui. Ben c'est une bonne nuance, parce que tu vas voir, puis peut-être là, j'espère que je ne vais pas utiliser les exemples de Wikipédia. On va voir. Je vais parler de moi. Je ne suis pas sur Wikipédia, j'espère. En tout cas. Peut-être. Mais moi, je me suis arrêté au premier paragraphe. J'ai lu le deuxième. Admettons, confiance en soi. Tu sais, moi, ces temps-ci, là, j'ai des problèmes de chauffage chez moi. Okay? Ouais. Fait que ma bouilloire à eau chaude a arrêté de fonctionner. Quand ça arrête de fonctionner, je n'ai aucune confiance en moi par rapport à cette action spécifique-là. J'ai une bonne estime de moi en général. Là. Je veux dire, ça ne vient pas jouer sur ma valeur en tant qu'être humain, mais j'ai aucune confiance en moi. Tu n'es pas confiant que tu es capable de réaliser cette tâche. Exact. C'est deux choses différentes. De la même manière, par exemple, un tueur à gages pourrait être excellent dans son métier, fait ça de façon clean, silencieux, tout ça. Donc, sa confiance en lui est au sommet. En même temps, il pourrait se mépriser pour son action, sur le plan moral, sur la valeur morale de son action, de tuer des gens à répétition. Donc, il pourrait avoir une très, très faible estime de soi, se mépriser, lui, pour sa valeur humaine, mais tout en ayant une confiance en soi au sommet. T'sais. Il est efficace. Il est très efficace. T'sais. Donc, c'est une nuance importante, qu'ils ne sont pas toujours en lien, les deux. C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une définition que j'aime bien de Germain Duclos, c'est un psychoéducateur à Montréal, où il dit que l'estime de soi, c'est aussi avoir confiance de ses forces et de ses faiblesses. Donc, justement, pour arriver à une estimation de sa valeur qui est juste, là, c'est pas juste la confiance que je peux réaliser certaines choses. Mais dans ça, il y a quand même le piège d'attribuer ma valeur à ma compétence. Là. Mm-hmm. Si je mesure, je suis capable, je suis pas capable, je fais le pour, je fais le contre. Si je suis plutôt capable, j'ai de la valeur. Puis il y a plusieurs critères qu'on peut utiliser pour mesurer notre valeur qui, généralement, sont efficaces, dans le sens où si je me sens compétent, c'est vrai que ça augmente mon sentiment là, d'avoir de la valeur, puis justement, je me sens confiant. Donc, c'est pas complètement séparé. C'est pas complètement séparé, ouais. Sauf que si tu les creuses, justement, il se passe quoi le jour où je perds ma compétence parce que j'ai un accident puis je suis plus capable de faire ce que je faisais. J'ai plus de valeur tout d'un coup, tu sais. Il y a toute cette... Fait que l'idée il y a, en plus de la compétence, il y a même... à la Villa, on présente souvent aux jeunes, il y a comme 4 grands... on les appelle les pattes de chaise. C'est comme si ces 4 ancrages-là sont solides dans ta vie. Généralement, tu devrais considérer que tu as de la valeur. C'est le sentiment que tu vas avoir, c'est que tu as droit à ta place. Là, ça va, c'est que tu vas... une certaine confiance et une certaine estime. Il y a juste un besoin d'amour. Là, en général, si les gens te disent ou te font savoir ou que tu perçois que tu es aimé, ça c'est un ancrage solide. Deuxième, tu aurais besoin de reconnaissance. Fait que ça, c'est pas juste parce que tu es aimé, parce que tu existes, mais c'est comme good job. Te faire dire par les autres, faire reconnaître tes efforts, le travail que je fais passe pas dans le beurre, ça, ce serait un deuxième, besoin de reconnaissance. Troisième, ce serait besoin d'appartenance. Je ne suis pas tout seul, je fais partie d'une gang. Il y en a qui acceptent de m'inclure puis de passer du temps avec moi. Ça doit vouloir dire que je ne suis pas si pire. C'est un signe de ma valeur. Exact. Ouais. Puis le dernier, c'est qui est un peu plus indépendant, justement, c'est besoin d'autonomie. Savoir par moi-même que, oui, je suis capable du seul. Mais ces 4-là, est-ce que j'ai vraiment de la valeur parce qu'on me dit qu'on m'aime? Mettons qu'il n'y a personne qui est là pour me le dire, ou est-ce que j'ai de la valeur juste parce que ma mère elle me l'a dit? Il y a comme au niveau de l'appartenance, je suis bien entouré, donc j'ai de la valeur. Puis au niveau du besoin de reconnaissance, si les gens ne voient pas mes efforts, mais que j'y arrive, mais que j'ai aucune reconnaissance. Puis même chose pour l'autonomie. Et si tout ça peut se résumer par « t'es beau, t'es bon, t'es capable », là, cette fameuse phrase qu'on essaie de dire pour booster l'estime. Mais qu'est-ce qui arrive si je suis pas beau? Puis je suis pas capable. Puis, tu sais, est-ce que je vaux rien? Puis la question se pose. Mais il y a moyen de se sortir de ça. Il y a moyen de faire, même... Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de dire quand on parle de l'importance de l'estime de soi. Je pense qu'on cherche à dire, ce serait bon que tu saches que tu as de la valeur, que tu t'estimes toi-même. Mais tu sais, moi, je t'interromps, mais c'est un peu comme si, là où est-ce que tu t'en vas, c'est un peu comme si tu disais, il y a 4 pattes de chaise, mais il en reste qu'admettons, si on doit en garder juste une, il y en a quand même une qui est plus importante que les autres, qui est justement le sentiment d'être aimé, c'est-à-dire le sentiment fondamental d'être aimé. Ouais. Ça me permet de passer à travers une épreuve, par exemple, où là où je pouvais être beau, bon et je sais plus quoi l'autre. Reconnu. Admettons, là, je suis, je sais pas moi, ma maison brûle, puis là, je suis défiguré, puis je suis inapte. Job, mettons. Oui, mettons job, là. Qu'est-ce qui me reste? Là, il y aurait cette patte-là ancrée, mais sauf que si c'est juste une patte de chaise, flank, ça pète, mais cette patte-là qui serait comme plus... Elle aurait plus de chair, quand même, plus d'importance. Je serais d'accord avec ça, effectivement. Mais il y a...
J'ai comme une image d'une chaise unijambiste. Là. Une espèce de chaise avec une patte puis 3 pattes autour. C'est ça. Puis ce qu'on imagine souvent, la façon dont on le présente, c'est que, 4 pattes, c'est clair que c'est stable. 3 pattes, ça fait genre un tabouret. Ça va. 2, on a toute l'image du gars dans le fond de la classe, là, dans le cours de maths, qui passe son année sur 2 pattes, mais qui, à un moment donné, se pète la gueule. Puis une patte, c'est juste une question de temps avant que ça flanche. Mais il y a moyen de vivre un peu avec certaines blessures si tu trouves une manière de retrouver ta stabilité éventuellement. Effectivement, ceci étant dit, le mot « estime » veut dire... Tu sais, quand on dit que j'estime quelqu'un, c'est j'ai de l'affection, j'aime. Fait qu'effectivement, celui de l'amour, il est comme englobant plus que les autres. Là. Je reconnais une valeur. Ouais, c'est ça. Il y a une autre manière de voir l'estime de soi, moi, que j'aime bien, là, c'est la distance qui existe. Je vais le détailler après. Là, la distance qui existe entre le moi, la vision du moi aujourd'hui, puis la vision du moi potentiel. Okay? Ou idéal. Ou idéal. Parce qu'on navigue, en fait, dans notre existence, on navigue toujours avec, en aller-retour entre ce moi-là qu'on idéalise, là, tel que je devrais être, puis versus ce que je suis réellement. D'ailleurs, on a commencé l'émission avec des représentations. Là, comment on est prêt à vivre avec des altérations, des entailles faites à cette représentation-là qu'on se fait de soi-même. De soi-même. En parlant de moi, là. Oui, exact. Puis, tu sais, tu as cette distance-là qui est très grande. Puis, la juste estime, selon d'autres penseurs, ce serait d'avoir une adéquation entre ces deux choses-là. C'est-à-dire que le moi, aujourd'hui, serait conforme au moi idéal ou au moi potentiel. Puis, moi, j'aime bien cette définition-là parce que c'est intéressant parce qu'on peut dire, OK, ça, c'est vrai. Puis après ça, on peut avoir une manière complètement différente d'agir sur ce... Soit rabaisser les attentes ou les idéaux. On peut soit dire, OK, j'ai mon moi idéal, donc là, je vais, par la force de ma volonté, je vais tout faire pour atteindre ce moi idéal-là. T'sais, quitte à tasser tout le monde, puis le but étant, puis quand je vais arriver là, je vais avoir une estime de moi. C'est ça. Versus, on pourrait dire, non, au contraire, je vais plutôt prendre ce moi-là idéal, puis je vais le rationaliser ou plutôt le diminuer les attentes pour qu'il se rapproche plus du moi aujourd'hui. Médiocre aujourd'hui. Médiocre aussi, je le perçois comme ça. Fait que, tu sais, il y a comme... je grossis les traits pour qu'on oui, exactement. Fait que, tu sais, dans cette définition-là, il y a ça aussi, c'est ça. Parce que c'est important de concevoir, c'est ça, que le moi, c'est pas quelque chose qui est immuable. Tu sais, le moi, c'est pas quelque chose qui existe, puis que tu dois découvrir comme si c'était quelque chose qui existait en soi. C'est quelque chose qui est du domaine de la perception, puis qu'on construit dans le regard des autres, mais aussi toujours en alternance avec ce qu'on pourrait être. Avec ça venait beaucoup de Jung, là, qui était un penseur psychanalytique. Lui, avait beaucoup fait ce lien-là avec cette... il disait, on a toujours derrière nous, autour de nous, ce moi potentiel, ce moi idéal qui nous suit, qui nous regarde, puis qui dit, tu t'en viens-tu? Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais, en way? En tout cas. Mais, excuse-moi, on parle de cette construction-là ou de cette construction-là du moi, l'estime de soi. On dirait que c'est intimement lié à la période de l'adolescence. Est-ce que je me trompe? Toi, tu travailles avec des ados beaucoup. C'est particulièrement chargé à ce moment-là, effectivement, là, parce qu'entre autres, il y a la différenciation par rapport aux parents. Là, tout d'un coup, je me compare à mes pères. Puis là, il y a beaucoup de comparaisons. Puis le but, c'est d'être apprécié par les autres, de s'intégrer. C'est juste ça, l'adolescence, une évaluation de notre valeur, non? Il y a beaucoup de ça, oui. Est-ce que je suis capable d'être autonome, justement? Je parlais du besoin d'autonomie tantôt. Je suis qui, moi, quand je suis pas le fils à papa? Là? Qui est-ce que je deviens en tant que éventuellement jeune adulte? Puis ça, justement, il y a cet idéal-là qui est projeté. Puis la question... Un des problèmes de l'estime de soi, comme tu le nommes un peu, c'est que je suis déçu de ne pas être à la hauteur de tous les idéaux qu'on me propose. Puis on s'en fait proposer plus que jamais, bien sûr, avec les médias qui sont si accessibles. Tu as juste toujours quelqu'un de meilleur que toi d'en face. Puis ça, évidemment, si tu te compares, et un ado va nécessairement se comparer, le potentiel d'être déçu de toi-même, il est comme élevé, là. Au top mondial en hockey. C'est ça. Je suis pas Steve Jobs, je suis pas un joueur de hockey. De meilleur, mais aussi de normatif. Par exemple, pour les filles, c'est l'estime de soi, surtout physique, là, par rapport au corps. On est dans l'adolescence, ça commence plus tôt. Et l'estime des filles, c'est intéressant, elle est toujours plus faible pendant toute l'adolescence. Ah ouais. Elle recommence à remonter et à dépasser les garçons au secondaire 5. Pourquoi? À la fin du secondaire. Pourquoi? Parce que la puberté, elle est presque finie.
Mais donc, autour de 12-13 ans, quand ça commence, qu'il y a tous les changements qui arrivent, là... Ils sont tout le temps en dessous des gars. Oui, tout le temps, de plusieurs pourcents. Là. Ah. Et c'est en partie parce qu'il y a beaucoup de discussions entre elles, puis avec d'autres personnes par rapport à leur physique, par rapport à des injonctions par rapport au poids, des représentations dans la société, qui ne sont pas forcément des modèles à atteindre, mais qui sont là partout. Et donc, comme elles voient qu'elles sont différentes de ce qui est rêvé, d'une norme, c'est ça crée des problèmes d'estime et de valeur personnelle. Comment ça va, l'estime de soi chez les ados au Québec? Chez les ados, c'est pas glorieux. Depuis les années 2010, les statistiques au Québec, ça n'a fait que baisser. Si on compare, par exemple, dans les années 2010-2011, on estimait, selon un indicateur, c'est un questionnaire en sciences sociales avec des questions, que 20% des adolescents, ils avaient un niveau élevé d'indice d'estime de soi. Puis on descend à 12% pour 2022-2023. Puis les filles sont toujours en dessous. Et ça aussi, en même temps, c'est relié à la santé mentale des adolescents. On a les mêmes statistiques, que ce soit pour les troubles anxieux, dépression, les troubles alimentaires ou les déficits de l'attention. On a des statistiques qui ont augmenté entre 2010 et 2020. Parfois, c'est le double. Pour les troubles anxieux, on avait 9% et on est monté à 20%. Donc, le lien n'est pas forcément... C'est des corrélations, là, mais il reste qu'il y a des problèmes de santé mentale et il y a des problèmes d'estime de soi chez les adolescents. C'est drôle parce qu'en même temps, c'est corrélé aussi à une augmentation de toutes les actions concertées en faveur de l'estime de soi. Puis c'est comme si... On en parle plus, clairement. Bien, c'est pas juste une question de parole. On agit, on tente d'agir plus pour ça. Donc, il y a quelque chose qui devrait être une espèce de constat d'échec ou du moins une grande remise en question du monde de l'intervention. Ou peut-être que ça serait pire encore sans ça. Ce serait une autre façon de le dire. Ce serait une autre façon de le dire. C'est plausible. Jérémy? Mais c'est qu'il y a, dans l'idée de justement dire aux jeunes, t'es beau, t'es bon, t'es bonne, t'es capable, il y a un danger de faire de l'ado qui n'est pas encore parvenu à... de toute façon, personne n'est jamais parvenu, mais parce que vraiment, un ado, tu sais, t'es pas un projet accompli, là, ça va, t'es en développement. Construction totale. Puis des fois, on a l'impression qu'il faut leur dire, t'es parfait exactement comme t'es là, tu sais. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est... Ou, tu sais, comme dire un ado, c'est la plus belle période de ta vie, profite-en. Il y a comme une espèce, pourquoi j'ai ça de bord? C'est quoi la suite? Pourquoi je suis malheureux? Oui, c'est ça, exact. Puis de dire, t'es parfait comme t'es là, il y a une espèce de, OK, de bord, j'imagine, je vais m'asseoir, puis si tout le monde me dit que j'ai donc bien de la valeur, je vais mettre mes limites, puis je vais tu sais, puis d'un coup, je vais devenir un pépère de 15 ans, là, qui est comme, là, j'ai le droit de me faire respecter. Puis c'est comme, oui, évidemment, tu y as droit, mais t'es supposé d'être aventureux, t'es supposé de te faire appeler à sortir de ta zone de confort par quelque chose qui, tu nommais une espèce d'idéal tantôt, là, Thomas. Un ado, ce qui va venir le chercher, c'est pas quand tu lui dis qu'il est donc bien hot. C'est quand tu lui dis qu'il pourrait être un peu plus. Tu lui proposes la croissance, puis là, tout d'un coup, tu lui proposes de prendre des responsabilités, de se mettre au service. Tu lui proposes de regarder autour de lui. Là, y a-tu quelque chose de brisé que tu serais capable de réparer? Puis là, on dirait que tout d'un coup, il y a quoi qui s'allume? Hey, c'est vrai, je peux agir, moi. Puis tu l'invites à croître. Puis quand on embarque dans ce genre de sujet-là sur la responsabilité, puis sois donc vrai, puis sois donc honnête, choisis un effort qui est fécond au lieu de choisir la facilité. Tu l'invites aussi dans le monde de la responsabilité, dans le monde adulte. Ouais. Là, tout d'un coup, la question, c'est plus est-ce que je suis hot, est-ce que je suis pas. C'est comme, OK, je peux grandir. Puis là, ça, tout d'un coup, ça te sort de cette question de est-ce que je suis suffisant. C'est juste, c'est pas moi le centre. Le monde existe, puis je peux y faire de quoi, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a une espèce de mouvement de vie qui peut apparaître. C'est intéressant, la formule « c'est pas moi le centre », parce que l'estime de soi est quand même centrée sur l'individu comme s'il était le début, le milieu et la fin de l'univers. C'est pas évident de trouver cet équilibre-là entre une attention à l'individualité, à la personne unique devant nous. Je parle en tant que parent d'adolescents, entre autres choses. Mais, donc, cette attention-là individualisée, là, personnalisée, et justement, t'es pas la fin de l'histoire, mon grand. Oui, parce que c'est aussi quelque chose de très fort chez les adolescents. C'est ce sentiment-là, en fait, un peu, moi, je trouve qu'il est très bien joué dans le film Le Truman Show là, avec Jim Carrey. Là, cette espèce de sentiment-là, un peu inconscient. Plusieurs sont habités par cette impression-là qu'en fait, ils sont le centre du monde. Que le monde tourne autour d'eux, littéralement, et qu'ils ont un grand destin.
ils ont un destin là, qui et en fait, ils ont raison, parce que c'est vrai qu'ils ont un grand destin, mais l'angle qu'ils vont prendre pour pouvoir aller dans la poursuite de ce destin-là, selon l'angle qu'ils vont prendre, mais ils peuvent prendre une tournure qui peut être désastreuse, parce que ça va être complètement centré sur leur ego, au détriment de tout le monde qui vont venir dans leur chemin. Mais c'est sûr que oui, il faut comme naviguer. T'sais, au fond, l'estime de soi, ça a de la valeur uniquement dans la perspective, éventuellement, de pouvoir aider dans la relation avec l'autre. Mm-hmm. Sinon, l'estime de soi n'a pas de valeur en soi. Tu as de l'estime pour toi-même, OK, mais on est en relation dans l'existence. Là, c'est seulement dans ce rapport-là avec l'autre. L'estime de soi sur une île déserte, est-ce utile? Bien, c'est ça. En tout cas, Jérémy, Ariane? Bien, c'est supposé de me donner de la motivation pour avancer. Puis c'est pour ça qu'on en parle comme d'une catastrophe, je pense, le manque d'estime de soi. Puis il faudrait donc bien. Parce que les effets d'un manque d'estime de soi, de se comparer à un idéal qui est peut-être pas un idéal ajusté, mais cette comparaison-là, puis le sentiment de ne pas être à la hauteur est démotivant. Peut mener à toutes sortes de comportements, comme complètement transformer ta personnalité pour essayer de plaire aux autres, puis là, porter un masque à temps plein. Ça peut juste être paralysant. Des comportements à risque aussi. Exact. Ça peut en venir à se poser la question, bien, anyway, à quoi ça sert de continuer? Tu sais, carrément, là, de dire, de toute façon, ça ne vaut pas grand-chose. Puis si je me compare, ça s'en va où, cette histoire-là? Est-ce que c'est une histoire qui mérite de continuer? Ça peut se rendre là. Alors que si tu es en paix avec, finalement, ta valeur, ton identité, qui tu es, parce que les deux sont ensemble, tu sais, il y a la question d'identité et d'estime qui sont reliées, là. Ben, c'est beaucoup plus simple de rentrer en relation avec les autres. Tu n'es pas tout le temps en train d'essayer de projeter quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Et il y a aussi la question de poser, tu parlais de poser des limites, mais c'est vrai que si tu as une très mauvaise estime de ta valeur personnelle, bah, ça explique pourquoi il y a autant de grossesses chez les adolescentes, ou d'avortements aussi, de comportements, on parle de toxicomanie, etc. Parce que on n'évalue pas que, oui, on peut mettre des limites sur certains points de notre personne. Oui, mais ça touche à quelque chose, en tout cas, qui, à mon avis, est super important, là, parce que l'estime... en fait, pour poser des limites, ça prend une forme d'impulsivité ou de force de caractère qui fait qu'on va s'affirmer. Bon. Puis souvent, les gens qui ont plus de difficulté à poser leurs limites, à dire non, c'est des gens qui ont refoulé dans le souterrain là, de leur existence, là, qui ont refoulé cette impulsivité-là. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, on leur a dit l'impulsivité, la colère, l'agressivité, c'est non. Puis tu vas le savoir sévèrement. Fait qu'eux autres, ils ont compris que pour être socialement acceptable, on va cacher ça en dessous. On ravale. Puis c'est paradoxal parce que on a besoin de cette impulsivité-là, de cette agressivité-là, de cette pulsion-là pour justement s'affirmer. Donc, tu sais, moi, je trouve plus souvent qu'autrement, quand on parle d'estime de soi, on finit toujours par arriver à identifier correctement ce que c'est que l'estime de soi. Mais si on enlève la dimension de la foi de l'équation, ça finit toujours par des actions un peu prêchi-prêcha sur, bien, pour augmenter ton estime de soi, il faut, par exemple, que tu te ressentes sur toi, il faut que tu pratiques l'autocompassion, il faut que tu fasses des exercices de gestion. Oui, mais je veux dire, pour arriver à l'affirmation de soi et retourner, et donc passer par le souterrain de ton inconscient, là, c'est une épreuve, là. Tu peux pas juste faire ça par ta volonté puis par ta force du mental, de dire tu vas te scraper, là. C'est quelque chose qui... C'est un voyage... c'est un voyage éprouvant, là. C'est un voyage, dans les profondeurs du moi, là. Tantôt, je disais, les quatre pattes de chaise, t'es beau, t'es bonne, t'es capable. C'est vrai que ça marche, mais tu as nommé la dimension de la foi, puis à mon sens, c'est fondamental. Puis ça, on peut pas le nommer avec tous les groupes qui viennent à la Villa des Jeunes. Mais... Ici, on a le droit. Exact. Fait que je le fais. Go! Il y a un constat que ça, même si t'es pas croyant, il y a un acte de foi dans le fait de dire je souhaite que les ados, puis je les connais pas tous, les ados, là, mais je souhaite que chaque ado au Québec, mettons, ait une bonne estime de lui. Mais tu le connais pas, cet ado-là. Il y en a, tu sais. Tu sais pas s'il est beau, s'il est bon, s'il est capable. Puis tu t'en fous. Tu souhaites quand même qu'il ait une bonne estime de lui. Il y a quelque chose là-dedans qui sous-entend qu'on accorde de façon présupposée de la valeur à chacun. Puis ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on a fondé, mettons, les droits de l'homme, là.
Il y a de la valeur, chaque homme a une valeur. Puis c'est pour ce genre de raison-là qu'on abolit la peine de mort. Je ne sais pas où ça se trouve, mais c'est précieux. L'esclavage. Exact. On n'a pas le droit de souiller la dignité d'un être humain. Puis ça veut dire respecter sa vie. Puis ça, il y a un acte de foi que collectivement, on met en pratique à tous les jours, peu importe si tu te dis croyant ou pas, dans le fait de mettre de l'avant, parce que si le but, c'est juste, on veut que tu aies l'illusion que tu as de la valeur pour que tu vives pas trop d'émotions désagréables. Que tu sois fonctionnel dans la société. C'est comme, ben là, c'est le pire mensonge, à moins que tu aies de la valeur pour de vrai. Puis là, mais ça va rester un acte de foi. Puis il y a plus de monde qui s'en rendent pas compte, en fait. Pas sûr que c'est une bonne phrase, peu importe, mais qui font cet acte de foi-là. Plus qu'on... Ce qui arrive, c'est que c'est ça, on peut se le faire dire. C'est important de se le faire dire. T'sais, mettons, même avec nos propres enfants, même dans le couple, c'est important de se le dire, des fois, de le verbaliser. Tu as de la valeur, je t'aime. Je t'aime veut dire tu as de la valeur. C'est ça. Je t'aime de manière inconditionnelle à tes actions bonnes. Dans ton essence même. Même si tu viens d'échouer, puis que tu es tout couetté, puis que tu viens de faire une grosse gaffe, je t'aime encore. C'est ça. Et tout ça est important, sauf que ce qui est plus important encore, c'est l'expérimenter dans les actes, cet amour-là des autres. T'sais, bon, des fois, c'est par des mots, mais plus souvent qu'autrement, ce qui marque puis qui permet à l'enfant puis aux adolescents la croissance puis la consolidation dans une estime de soi qui est à la fois... j'ai de la valeur, c'est ça, j'ai une valeur en soi, mais aussi, je reste humble là-dedans, bien, c'est par les actes. Il faut que les parents, par les actes, montrent cet amour-là. Puis là, c'est là que ça devient... C'est là que ça crunche un peu. Bien là, garde ton idée. On prend une petite pause, une gorgée d'eau, puis on revient exactement sur ce point-là. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Thomas Plouffe, Ariane Beauferré et Jérémy Laliberté. On parle d'estime de soi aujourd'hui. Thème un peu presque fourre-tout, là. On parle d'estime de soi... Tu trouves pas qu'on l'a pas bien défini, là? C'est bon? Non, pas on ici, en général, dans la vie. Non, ici, ça se passe très bien à date, là. Ceux qui ont manqué le premier segment, allez nous voir sur toutes les plateformes. Non, c'est vrai que c'est un thème, en tout cas, moi, ça m'écoeure. Honnêtement, quand on parle d'estime de soi... du sac. Quand vous m'avez demandé, ça m'a pu au nez, l'estime de soi, là, dans le sens où j'ai une écœurite de ce terme-là. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, on en a parlé. Mais non, soi, parce qu'on en a parlé, on voit bien qu'il y a une valeur, mais sauf que la façon que c'est utilisé, plus souvent qu'autrement, des fois même, la façon que c'est utilisé, ça va, moi, je pense, au détriment là, de ce que c'est vraiment, l'estime de soi. Là. Ça construit des espèces d'êtres qui sont très centrés sur leur propre personne, très volontaristes. Là. Tantôt, on en a un peu parlé de comment est-ce que... Défini, qu'est-ce que tu veux c'est qu'admettons là, que moi, là, j'ai réussi à faire une adéquation entre mon moi réel puis mon moi idéal. Tu sais, je suis rendu là, que je suis confortable avec ma vie, soit parce que j'ai travaillé puis j'ai atteint mes objectifs. Tu sais, j'avais des objectifs, j'ai atteint mes objectifs. Qu'est-ce que ça change si je continue quand même à faire à projeter cette dynamique-là de l'idéalisation chez les autres? Tu sais, ma femme, je l'idéalise, j'en ai une version idéale. Puis, puisque moi, par ma volonté, j'ai réussi à atteindre mon idéal, mais je suis sans arrêt en train d'y tomber sur le dos. Parce qu'elle, elle l'a pas fait, parce qu'elle, elle se déniaise pas. Ouais, elle se déniaise pas vers ma vision de la femme idéale. Mes enfants, la même affaire. Mes enfants, là, moi, j'aimerais là, qu'ils soient obéissants, qu'ils disent oui tout le temps, qu'ils soient sages, qu'ils crient pas, quand ils s'énervent, qu'ils s'énervent pas, en fait, qu'ils s'énervent pas. Ou dans le sous-sol. Qu'ils s'énervent pas de bruit, tu sais. Ça, c'est ma vision idéale, tu sais. Mais ça, moi, je projette sans arrêt mon idéal chez les autres. Quelle valeur ça a? Je suis vraiment un être... tu sais, franchement, je suis un être qui détruit, là, mais j'ai une très bonne estime de moi, tu sais. Tu comprends? Fait que quelle valeur ça a, au fond, tu sais, si ça va pas plus loin que le moi, autrement dit. Là. Puis juste avant qu'on fasse la pause, tu posais la question comment, justement, parvenir à favoriser ou à s'assurer que nos enfants ou les ados... Comment construire? C'est ça, comment construire? En fait, c'est juste que ce qu'on voit justement
ce qu'on voit, mettons, dans les écoles, les mouvements, les gestes qui sont posés pour favoriser l'estime de soi, on va être souvent dans des techniques de gestion, voire souvent, c'est assez intéressant, là, souvent les coachs qui vont faire des injonctions du genre « arrête de te plaindre de ce qui t'arrive. Arrête de regarder dans le passé. Arrête de... » Arrête. C'est comme si t'es fumeur puis je te dis « mais voyons, arrête de fumer. » OK, merci. Là, merci beaucoup là, non seulement d'ajouter, de me redire que je suis encore un fumeur invétéré depuis des années, mais de me montrer que toi, tu serais capable de le faire. Comme si tu vois un itinéraire, tu dis, ben là, trouve-toi une maison. Mais c'est ça. Arrête de il y a quelque chose de Arrête de vivre dans la rue. C'est souvent, la façon que c'est projeté, c'est un peu comme... C'est pas voulu, là. Ouais. Mais la façon que c'est projeté, c'est comme si ça vient rajouter une couche sur ce qui est déjà difficile pour des gens qui sont fragilisés dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est de dire comme, bon, non seulement... T'es pas capable, mais en plus, tu vas seulement y arriver si tu forces un peu. T'sais. Jérémy? Bien, pour ta question de comment on fait pour... le thème de la construction revient tout le temps, puis effectivement, c'est comme si je pouvais juste mettre une brique à la fois, puis ça fait être facile. Nous, ce qu'on fait à la Villa, puis ça fonctionne, comme je disais, on travaille sur ces pattes de chaise-là qui sont pas rien. Et une des façons dont on le fait, par exemple, en ce moment, là, à l'heure où on se parle, à la Villa des Jeunes, il y a un groupe, sont assis... Ça fait comme... Ils ont dormi là hier soir, là. Puis là, ils sont à une étape où ils ont appris à se connaître, à être vulnérables autour de certains sujets pour comme apprendre à se connaître. Puis là, à tour de rôle, chacun autour du cercle, ils prennent le temps, ils sont une quinzaine, ils prennent le temps de partir avec leur cahier puis d'écrire, bon, Antoine, qu'est-ce que j'apprécie, que j'aime, que j'admire à propos d'Antoine? Puis là, ils l'écrivent pour les 15 personnes qui sont là. Puis après, ils prennent le temps, par exemple, si c'est mon tour, bien, je vais recevoir 15 compliments. Puis pas des compliments légers là, de la part d'autres de mes pairs qui ont mon âge puis qui me le disent avec vérité. Puis pour certains, parce que c'est beaucoup une affaire de perception, ils réalisent qu'ils sont appréciés puis ils le savaient pas. Puis tout d'un coup, quoi? Mes camarades de classe m'apprécient, me voient, je suis pas invisible. Ça, c'est sûr, ça augmente la perception d'avoir de la valeur. Comme je disais tantôt, si c'est juste une perception, c'est une illusion. Fait que c'est pas suffisant, mais ça a l'effet désiré, disons. Puis on parle depuis tantôt que, en tout cas, on évoque le fait que dans bien des cas, c'est souvent un problème là, d'avoir une estime de soi un peu trop élevée. Mais là, avec les données qu'Ariane nous donnait tantôt, pour 88 % des ados, c'est pas le cas. Là. On est de l'autre bord, là, c'est-à-dire des jeunes qui ont besoin d'entendre ça, qui sont quelque chose, qui sont quelqu'un pour les autres. Oui, mais je peux-tu, mettons, faire un bémol, mettons, ou te questionner? Parce qu'en fait, mettons, si je faisais un peu l'avocat du diable, on dirait, OK, mais oui, bon, ça rejoint, ça répond à un besoin, là, ça fait sentir exactement tout ce que tu as nommé, mais est-ce que ça peut pas aussi nourrir cette relation-là que le jeune va construire entre ma valeur et la reconnaissance, le regard des autres, dans le sens où je n'ai de la valeur que lorsque les autres me le disent ou me l'affirment. Donc là, ce que ça fait, c'est que je suis toujours en train de regarder ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres disent de moi. C'est pour justement valider si j'ai de la valeur en soi ou non. Alors que tu l'as dit tantôt, la valeur est là, est inaliénable. Mais il y a quelque chose de choquant dans l'activité dont je vous parle, qui est que je ne soupçonnais pas. La majorité des ados se le demandent déjà, là. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis acceptable? Mais ça sort tellement du champ gauche d'une espèce de quoi? Tout ce monde-là m'apprécie. Il y a une espèce de... la question que je me posais est même pas à la hauteur de la réalité. Là. Il y a juste comme, OK, j'ai pas besoin de me la poser, la question, parce que ça me dépasse complètement. T'sais, il y a comme une espèce d'électrochoc de arrête de te la poser, t'es correct. Genre. Je peux passer à un autre dossier. Tu peux passer à un autre appel. Puis ça a réellement cet effet-là. Il y a peut-être aussi le fait que, comme ils sont en construction de leur identité et qu'ils se connaissent pas, moi, c'est quelque chose dans mes discussions avec d'autres intervenants qui travaillaient avec des jeunes, qui revenaient, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et donc, le fait, je pense, de se faire dire « Ah, j'apprécie que tu fasses ça, j'apprécie ton attitude, j'apprécie... » Mais ils se rendent compte « Ah, mais c'est vrai, je suis comme ça. » Je pense que c'est aussi cet ordre de cette découverte aussi. Et ça, c'est quelque chose aussi, particulièrement chez les filles. Je reviens aux filles parce que c'est un problème aussi, là. Il y a beaucoup de filles, notamment, qui se posent des questions sur leur identité sexuelle, leur identité de genre. Puis c'est 2/3 des transitions qui ont lieu chez les filles à l'adolescence pour devenir des hommes parce que
l'identité féminine, il y a une forme de répulsion par rapport à ça. Souvent, c'est ça. Et donc, le fait de comprendre, j'ai un corps, il a une fonction, mon corps, il change parce que c'est en but de quelque chose et ce n'est pas sans aucun sens et sans aucune signification, ça, c'est révélateur. Donc, le simple fait de leur dire comment ils sont et quelle est l'utilité, la signification, la fonction de ce qu'ils vivent, ça les aide, je pense, clairement. Là. De la même manière, Thomas, que tu as déjà dit ici, sur ce plateau, je m'en souviens, j'avais pris des notes, que c'est ta femme qui t'a révélé à toi-même qui tu étais. Est-ce que je te quote? Oui, ce serait vrai. Autant que mes enfants. Là, je veux dire, je pense que c'est dans la relation. Où est-ce que tu as... Oui, c'est ça, point. Ouais. Puis il y avait un point. Fin des... Oui, c'est ça, fin de la citation. Oui, l'autre nous révèle à soi, là, c'est sûr. Là. Puis il nous amène... Parce que moi, je pense que, à mon sens, dans mon expérience personnelle, moi, je pense que on peut agir de plusieurs manières possibles puis qui peuvent être très pertinentes, mais je pense que la manière la plus éclairante là, pour nourrir l'estime de soi, nourrir finalement l'amour de soi, ça peut pas venir de soi. C'est-à-dire que, tu sais, ça, on en a pas trop parlé, mais il y a aussi une autre... Là. Vas-y. Il y a aussi un autre... quelque chose qui est assez paradoxal, là, une espèce d'idée là, que dans l'intervention aujourd'hui, une espèce d'idée qu'en fait, l'être humain, ce serait comme une créature auto-fertile, autosuffisante, là, qui peut s'aimer, qui a comme une espèce de réserve d'amour cachée là, qu'il doit aller chercher pour aller se donner à lui-même. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, pratiquer l'autocompassion. Mais je veux dire, tu vas chercher ça où? Si tu t'aimes pas déjà, tu vas chercher ça où? Si tu caches dans le pied, là, Tu sais, on peut pas s'aimer soi-même dans le sens où on doit recevoir cet amour-là de l'extérieur. Puis ça peut se faire dans la relation, être aimé par sa femme, ses enfants. Tu sais, moi, l'exemple peut-être auquel tu fais référence, mettons, un exemple type là, de cas où est-ce que je goûte à l'amour de l'autre alors que j'ai montré une nature qui n'était pas belle. Tu sais, admettons, je suis en colère alors après... que t'es pas aimable. Alors que je suis pas aimable. Je mériterais pas ça, un amour gratuit. Là. Puis je suis en colère après mon fils, puis je suis injuste avec lui parce que je suis impatient à cause qu'il arrive toutes sortes de choses. Je suis injuste avec lui, j'en suis conscient, mais lui, il est petit, tu sais, donc il subit mon injustice, puis je suis pris dans mes pensées. Voyons, pourquoi j'ai fait ça? Il vient me voir. Et là, t'es loin de ton idéal de père. Complètement. Je me regarde, je suis laid, je suis tombé pas bon. Il vient me voir avant de se coucher, puis il dit, papa, je t'aime. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, dans le sens, quoi? Pourquoi? Mais ça, cet amour-là que les enfants ont le don de nous apporter, là, cet amour-là gratuit, mais c'est l'amour de Dieu pour moi, dans le sens que c'est Dieu qui vient me redire miséricorde, miséricorde, je t'aime, même lorsque t'es comme ça, je t'aime. Puis ça, je veux dire, on peut-tu intervenir... je pense que ça n'a pas le choix d'être la trajectoire finale de cette conversation-là. Dans le sens où ce savoir, c'est nécessairement reçu d'un autre. Là. L'activité qu'on fait à la Villa, c'est le mieux qu'on peut pour qu'ils puissent recevoir d'un autre. Mais ultimement, il y a une étape plus loin encore dans la démarche où ils reçoivent de leurs parents une lettre, ça se trouve, c'est la première fois qu'ils vont se faire dire carré, noir sur blanc, « Je t'aime mon enfant » pour certains. Là, puis ça aussi, ça les transforme. Mais même ça, c'est une image de l'amour de Dieu, qui peut être offert même à quelqu'un qui est pas beau, qui est pas bon, qui est pas capable, tu sais. Qui est en prison. Qui est seul, qui a aliéné toutes ses relations. Puis, par exemple, la culpabilité, moi, je trouve que c'est un exemple extrêmement puissant. Là. Quand je me sens coupable, j'ai l'impression que je suis pas digne d'être aimé, tu sais, que j'ai tout gâché, que j'ai scrappé des choses, que j'ai blessé des gens, que j'ai... Puis je garde sur moi, là, comme un trophée, le poids de mes erreurs, tu sais, puis je vais laisser personne m'en départir, puis c'est tout ce qui me reste, là, ma culpabilité, fait que sacrément patience est à moi. Puis, je vais parler de la croix de Jésus, OK? Puis ça, là, des fois, tu peux dire je vais essayer de dire de quoi en 3 minutes sur cette affaire-là que tu peux passer une vie à pas réussir à nommer, là. Mais je vais le dire pareil. C'est quoi que ça change qu'un gars soit mort il y a 2000 ans pour mes péchés? C'est pour vrai, là. Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est comme si... Il choisit de prendre sur lui qui est comme la source de tout ce qui existe, là. Rien de ce qui a été fait sans lui, là.
Il choisit de prendre sur lui ce poids-là que je traîne, là, puis à tout instant de ma vie à moi, là, en 2025, là, je peux juste faire « OK, d'abord, je te laisse le prendre ». Puis ça m'est offert à chaque seconde de mon existence de déposer sur lui ce fardeau-là si j'accepte juste d'être un peu humble. Puis il m'offre une vie nouvelle si je fais ça. Puis il l'a pas juste fait une fois il y a 2000 ans, c'est comme l'exemple parfait de ce qu'il fait tout le temps. Il prend sur lui notre chenoute pour qu'on puisse avoir de la vie. Puis là-dedans, il y a une espèce d'amour qui n'a pas de mot. T'as dit bon sang, là. C'est comme pourquoi non, je suis pas digne de ça, je veux la garder, ma culpabilité. Pardonne-moi pas, s'il te plaît, sinon je saurais plus je suis qui, tu sais. Je vais perdre mon identité. Je vais perdre mon identité. C'est ça, je suis pas capable d'être aimé à ce point-là. S'il te plaît, laisse-moi au moins ça. Ouais. C'est comme non. Il y a quelque chose dans le fond de l'existence qui est prêt à se laisser gâcher pour que moi, je puisse vivre. Puis une image que j'avais cette semaine, c'était quelque chose comme... C'est comme si un compositeur, un chef d'orchestre qui a composé toute une symphonie accepte d'intégrer mes fausses notes tout croche dans sa symphonie pour que je puisse exister. Genre. Et comme ma symphonie est meilleure avec tes fausses notes que sans toi. C'est Tolkien hein, que... Oui, exact. Effectivement, exactement. Et tu sais, puis il y a aussi... Tu sais, le Seigneur veut nous montrer son amour, mais il veut aussi nous rendre libres. Ça, c'est très, très important dans la parole. Tu sais, à répétition, le Seigneur libère le peuple. Il veut nous rendre libres. Puis pour qu'on soit libre, c'est-à-dire vraiment libre de montrer un vrai visage, tantôt on a parlé des masques, tout ça, bien, il faut accepter, il faut entrer dans les profondeurs de notre être, dans ce qu'on a refoulé, dans ce qu'on a, et y trouver une paix, comme ça a été dit tantôt. Mais ça, c'est seulement, justement... Le Christ descend dans nos enfers. C'est seulement avec le Christ qu'on peut descendre là puis goûter à la paix. Si on descend avec le psy, là, ou on descend tout seul, on trouve quoi dans les enfers? On trouve des trucs dégueulasses. On trouve nos bébites à nous. Là. Exact. Puis on prend peur, puis on peut ressortir plus blessé. Fait que, mais le Christ peut nous permettre d'entrer là, de nous donner une paix à travers ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est dans la parole... Il y a aussi, ça va rejoindre un peu ce qu'Ariane disait tantôt, elle disait qu'avec les filles, on essaie c'est important de leur montrer un peu le but de leur corps. Là. Mais notre but à nous, là, c'est la sainteté. Notre but, il est spirituel dans l'existence. Puis sinon, si tu es dans le monde, c'est comme tu es toujours en train de te chercher des... Mais notre cible, c'est la sainteté. Et là, l'idéal dont on parlait, là, l'espèce de moi parfait, l'idéal, il n'est pas Steve Jobs. Là. Je veux dire, c'est un saint. C'est exact. C'est Saint Jérémie, Saint Thomas, Saint Ariane. Et c'est pas interchangeable. Non, c'est ça. On a chacun. Puis c'est ça qui est aimable en moi. C'est ça qui est digne d'être estimé. C'est l'étincelle de divin que moi seul porte. T'sais. Puis t'as ce but-là. Puis après ça, c'est d'accepter que si tu veux atteindre ce but-là, là, la première trajectoire que tu vas faire, c'est sûr, ça va être systématique. Tu vas partir, tu vas vouloir aller là, tu vas aller complètement à gauche. Puis là, tu vas aller complètement à gauche. Après ça, tu vas aller complètement à droite. Puis tu vas aller comme Abraham, là, qui est barouetté à gauche, à droite, comme le peuple hébreu qui est tiraillé dans le désert. Faut que tu fasses ça. Tu n'as pas le choix pour arriver au bout, là, à Jérusalem, là, dans ton idéal sainteté. Il faut que tu acceptes que vas-y, là, avance, puis ça va être tu croches, puis à un moment donné, c'est comme si t'es croche, puis à un moment donné, t'es de plus en plus aligné, puis là, flink, t'es rendu dans la cible, tu sais, ultimement. Mais... On l'espère. Ben, oui, on l'espère. On prend une respiration, oui. Respiration. Dis-nous, qu'est-ce qu'on prend? Prenez quelques secondes pour vous détendre et on revient tout de suite après. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde, ça s'est encore réchauffé de quelques degrés sur le plateau. Ouf. Toi, t'es arrivé ici, t'avais froid, hein? Oui, ben, j'ai des problèmes de chauffage chez moi, mais là, tu vois, ça réchauffe. Ça va mieux, hein? L'estime de soi, c'est pas si mal, finalement. Écoute, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est un super thème. Si jamais tu règles pas tes problèmes de chauffage, ou invite-nous dans ton salon, on continue. On va parler d'estime de soi, bang, bang, en pleine nuit. On va faire monter les degrés. Ben, c'est dans la chambre de ma fille aînée, fait que je sais pas si vous voulez qu'on parle de ce thème-là dans sa chambre, là, que ça chauffe pas. De son estime d'elle-même? Ah ben, là, en sa présence. En sa présence. Ouais, c'est délicat. On ne dira pas son
Non, mais on peut dire son âge. Oui, elle a 15 ans. Ah, c'est l'âge parfait, ça, pour avoir une belle discussion. Écoute. C'est comme l'élastique du moi à cet âge-là. Là. Moi, je vois ça vraiment de même. Là. C'est comme si on dirait que tout est un prétexte. Il y a comme une espèce d'élastique là, raccroché au moi, là, puis qu'on dirait que tout est un prétexte pour faire... Ça, on rattrape, on ramène tout toujours à nous. Là. Bon, tu allais donner des exemples concrets, mais... Non, je vais laisser la parole à d'autres. On était sur une lancée juste avant la petite pause sur l'idéal de sainteté. Là, ici, c'est un podcast catholique. Là. On ne va pas se le cacher. Ah oui, OK. Okay. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, enchanté. Bienvenue, enchanté, ça cogne. La perspective chrétienne sur l'estime de soi, je vais vous lire une phrase. Hein, je suis tombé sur un article. Je vais donner la référence en fin d'émission. Restez avec nous. Le père Henry Nouwen, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un prêtre catholique néerlandais, psychologue, écrivain, théologien, avait réalisé après de nombreuses années de travail que le plus grand piège dans la vie n'est pas le succès, la popularité ou le pouvoir, mais le rejet de soi. Comme si... Parce que je pars de là, OK? Puis là, j'ai l'impression que dans l'histoire du catholicisme, mais aussi dans nos vies de chrétiens aujourd'hui, il y a comme deux grands pièges. Là. Lui, il en nomme un, là, mais mettons qu'il y en a deux. Celui de dire « on n'est rien » ou... J'ai même une amie, en préparant l'émission, qui me disait, Marie, je la salue, qui disait « Ah, moi, j'entends tout le temps tu n'es rien d'autre que tes péchés. » Ouais. C'est réjouissant. Mais c'est pas complètement faux. C'est peut-être pas toute la... C'est vrai qu'on n'est rien. Quand on y pense, on n'est vraiment rien. Tout ce qu'il y a de bon en nous, finalement, c'est Dieu qui le fait ou qui l'a fait. En tout cas, disons que c'est une perspective. L'autre perspective, c'est est-ce que Jésus-Christ, comme tu le disais très bien, Jérémie, il y a quelques instants, est-ce que Jésus-Christ serait venu, se serait incarné, aurait souffert la passion, les clous, la couronne d'épines pour... Rien. Pour rien? Pour des riens? Ouais. Ou pour des gens, toi, moi, nous, qui ne sommes que ce rien-là, cette poussière-là, de laquelle est faite Adam, Ève, Jérémie, Ariane. Vous voyez un peu l'espèce de paradoxe. On est tout et on n'est rien. On est tellement tout que Dieu a tout versé son amour en nous par son Fils, et on est tellement rien parce que c'est vrai que par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais? Je vous lance la question. Vous avez 5 minutes chacun. Ben oui, par nous-mêmes. C'est, effectivement, la figure des apôtres aussi montre bien ça, là, ces gens-là qui ont été choisis pour... Moi, j'aime beaucoup la personne de Simon-Pierre, là, dans son zèle ardent. Je trouve qu'il y a quelque chose dans sa façon d'être qui me parle. Ouais. Je le trouve tellement, des fois, je me dis... Tu sais, quand il dit, Seigneur, moi, je t'aime, je vais être avec toi. Jusqu'au bout. Pour toujours. Puis là, ben non, Simon, tu vas me renier. Hein, jamais, Seigneur, jamais. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est très... C'est presque cute. Oui, mais il y a quelque chose de beau dans qui témoigne parfaitement, je trouve, là, de la relation que, mettons, moi, j'ai avec le Seigneur, dans l'idée qu'il y a des fois un déni de sa propre nature, tu sais, mais en même temps, le regard miséricordieux, tu sais, qui dit du Seigneur, qui dit si tu veux, tu penses que tu as le zèle, vas-y, mais garde, tu vas voir. Puis, tu sais, avec amour qui est là, qui corrige, qui patience, qui te reprend. Puis ça, cet exercice-là, tu sais, de partir, de voir que, d'abord, le Seigneur qui prend quelqu'un, pas par ses forces, pas par sa grandeur, pas par sa valeur de ses gestes, comme on a déjà, par ses accomplissements, mais tout simplement par sa personne. Puis, donc, ce choix-là. Puis après ça, le chemin qui permet de voir qu'on peut être rien, mais en même temps être tout, comme tu disais tantôt, là, avec... si on... Fait que, moi, tu sais, la vraie estime ou l'estime ou la... saine évaluation. Tu sais, ce serait l'humilité. On ne l'a pas nommé encore, ce mot-là. Non, ça fait 48 minutes que le show est commencé. C'est la première fois qu'il est nommé. Il est encerclé ici. Là. C'est le gros point final dans mes notes. Là. Qu'est-ce que l'humilité? C'est très mal compris, l'humilité, aujourd'hui, Jérémie. Ariane, tiens, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. L'humilité? Allez, tu me poses une grosse question. Je pense que c'est d'avoir conscience déjà qu'on est des créatures. Donc, on n'est pas rien parce qu'on est fait par Dieu.
Et c'est comme Jérémie le disait, c'est aussi de se laisser toucher par Dieu, d'accepter qu'il vienne guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et l'objectif, tout ça, là, on parlait d'un but à atteindre, mais c'est qu'il nous rejoigne, puis qu'il nous élève finalement. Lui, ce qu'il veut, on parle souvent dans la vie contemplative d'une forme de divinisation de l'être humain. C'est pas qu'on va devenir Dieu, on va rester des personnes, on va rester Ariane, Antoine, etc. Mais élevé vraiment vers Dieu. Et donc, ça prend forcément au bout d'un moment un acte d'humilité parce que Dieu ne s'impose pas à nous, en fait. Il faut à un moment s'ouvrir. Et on ne peut pas devenir... Et on ne peut pas devenir Dieu par nous-mêmes. Il n'y a pas de surhomme. Être divinisé, c'est ça. Si on pense qu'on est déjà Dieu... Oui, ça ne viendra pas de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, de quoi que ce soit. Ça va venir de Dieu lui-même. Jérémie, l'humilité. Oui. Mais je pense que c'est de reconnaître que c'est pas moi qui invente la différence entre le bien et le mal. Je veux dire, ça remonte à Genèse même, là, dit comme ça, mais c'est d'accepter. Il y a quelque chose de dire, c'est pas le projet de m'accomplir, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'existe et je suis appelé à m'accomplir, mais le bien que je poursuis, c'est pas moi qui l'ai posé en avant. Je le reconnais. Je suis appelé à la sainteté dont on parlait. À le découvrir. Puis ce bien-là, oui, c'est ça. Je suis appelé à discerner, à chercher, à essayer de le comprendre. Mais il me préexiste dans un sens. Puis c'est pour ça que je reçois ma propre valeur. C'est pour ça que je ne peux pas m'inventer ma propre valeur. Je m'estime en tant que capable de participer à la poursuite de ce bien-là qui a été posé avant moi. Puis si je réalise, je parlais de prendre les responsabilités pour un ado, là, ça rentre tout dans ce mouvement-là, de dire, je suis capable d'avancer vers cette belle chose. Ce bien-là, le bien avec un grand B, si on peut dire, que je n'ai pas inventé, tu sais. Puis ça... C'est sûr, c'est plein de questions morales, mais qui se résumeraient à quelque chose comme, si tu veux, comme moralité 101, là, genre, la vie a plus de valeur que la mort. On le souhaite, c'est comme la base. Puis là, après ça, idéalement, la santé a plus de valeur que la maladie. Puis, tu sais, la croissance a plus de valeur que la décomposition. Puis, tu sais, ces choses de base-là. Puis si tu t'arrêtes puis tu cherches à reconnaître ces choses-là humblement, puis que tu participes à quelque chose de fécond, je pense que tu n'as pas besoin... Tout d'un coup, c'est plus toi le centre de toute façon. Fait que la question de ton estime devient beaucoup moins obsédante. Puis tu peux avoir la tête haute de dire, je fais de mon mieux, puis si je me plante, je demanderai pardon, puis je vais continuer. Parce que l'humilité inclut, c'est ça, la reconnaissance de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Exact, c'est ça. Tel qu'on est. Il faut avoir vu ce qu'on est. T'sais, moi, je vois comment c'est tout un exercice de voir, en fait, ce qu'on a à l'intérieur du cœur, là, tu sais, qui... Tu pensais que tu voyais, mais tu voyais pas. Oui, puis ça s'invente pas, en fait. T'as beau le dire, là, tu sais, vas-y, voyons, on creuse, tu sais, va voir plus loin, tu sais. Avec nos enfants, comment tu fais ça, de les amener à voir qui ils sont... Ça se fait dans l'expérience, en fait, tu sais. Mettons, comment est-ce que je peux voir que je suis quelqu'un qui peut être impatient si jamais personne me dérange, parce que j'ai placé mes paramètres dans mon existence pour que jamais personne me dérange. Je suis quelqu'un de patient, moi, dans la vie, tu sais. J'ai longtemps pensé ça de moi-même. C'est fou, hein? Et puis, tu as eu des enfants. Puis, des gens conduire sur la route. Mais voyons donc, qu'est-ce qui fait que, tu sais, l'expérience d'être dérangé, nous amène dans une partie de notre cœur qu'autrement, on ne veut pas voir. Fait que, tu sais, plus souvent qu'autrement, le réflexe, va dire, naturel, c'est inconsciemment d'évacuer tout ce qui nous dérange dans notre vie, là, pour ne pas avoir à faire face. Tu sais, tu disais, la vie est plus grande que la mort, mais pour goûter à la vie en plénitude, il faut être passé dans la mort. Fait que, puis comment on passe dans la mort? C'est en expérimentant nos manques, justement, de dire... tu dis qu'avec les enfants, moi, je remarque, admettons, quand on fait les loads le dimanche, on tente de témoigner nous-mêmes des moments où est-ce qu'on a expérimenté notre faiblesse. Tu sais, la semaine dernière, vous avez vu, tel jour, j'ai fait telle chose. Puis ça me fait souffrir, ça te fait souffrir. Je te demande pardon. Puis donc, très concrètement, là, j'ai expérimenté mon cœur. Je le montre, je te le dis avec faiblesse, je regrette. Le Seigneur a miséricorde de moi comme il va pouvoir avoir miséricorde de toi lorsque toi, tu vas tomber. Puis eux, ils expérimentent ça entre frères et sœurs parce qu'ils se pognent, ils s'arrachent, Fait que c'est ça, tu sais, ça s'expérimente, ce passage-là de la vie à la mort. Ça se théorise pas, ça se dit pas. Tu as dit tantôt, le Christ, là, ce qu'il a fait, c'est pas en parole, c'est en acte qu'il nous aime. C'est important. Hein? C'est d'ailleurs ce qu'on retient encore plus que toutes les nombreuses magnifiques paroles du Christ,
cet acte ultime-là. Ouais. Hey, on aurait pu faire 2-3 émissions avec ça. On va continuer dans ton salon, peut-être, Thomas, pour te réchauffer ta petite chaumière. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. À très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas dimanche.